Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. J'ai hâte de savoir ce que je vais tirer comme question. J'ai très hâte. Bon, cool. Écoute, moi, je suis très content d'être avec toi Plaisir partagé. en ce début d'après-midi, par ce beau soleil. Beau soleil, sous le soleil de Lascours, au pied du Garaband. On y est bien dans les collines. Merci de ton temps et de ta confiance, parce qu'on se connaît pas. On se rencontre juste là. C'est ça fait 30 secondes. 30 secondes. Le temps de faire couler le café. Voilà, perds pas de temps. Et tu l'as un petit peu dit, où est-ce que tu me reçois? Eh bien, à Lascours, dans mon village, dans l'endroit où je me sens le mieux au monde, en fait, je pense. Alors, c'est un peu loin de la ville, parce qu'à la base, je suis originaire de Marseille. J'aime beaucoup Marseille, toute l'ambiance marseillaise, mais le calme des collines et ce que ça dégage et ce que ça me génère en moi, c'est incomparable avec le reste. Je pense qu'il y a une grosse histoire ici et je dois le ressentir, j'en sais rien, mais je m'y sens extrêmement bien. Un appel du cœur. Voilà, exactement, c'est ça. Une révélation. Une révélation. Ouais, une révélation. Comment tu me reçois, là? Alors, Dans quel état d'esprit? je te reçois en détente totale. C'est normalement le lundi, c'est le jour off où je prévois le reste de ma semaine et là bon, j'ai eu 2 très grosses semaines qui viennent de passer et je me suis offert un lundi très off pour te recevoir dans le plus grand des chill. Ouais, c'est cool. Et que merci. Avec plaisir. Je suis honoré. Ouais, ça me fait très plaisir aussi. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que tu attends quelque chose de particulier? Non, pas spécialement. Ouais, je suis curieux de savoir en fonction, comme tu as quand même des questions sur les podcasts précédents que j'ai pu écouter qui sont intéressantes. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que ça va vraiment chercher, c'est pas des questions lambda, quoi. Ça va chercher un petit peu plus en profondeur et du coup, j'ai hâte de savoir ce que je vais avoir comme question pour savoir moi-même qu'est-ce que je vais répondre à ça. Parce que chaque interview que tu proposes, je me dis qu'est-ce que j'aurais répondu à ça et je trouve ça à chaque fois un peu très personnel. Donc ça m'intéresse. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que moi-même, je sais pas. Eh ben, écoute, On va le découvrir. partons dans l'inconnu, ensemble. Non, non. Exactement. Et pour ce, je te laisse tirer un dé. Allez. Et donc, je lance ce dé. Ouais. 3, c'est mon chiffre, ça, le 3. En plus, C'est c'est vrai fou, ça, ouais. C'est mon dernier fils est né le 3. Et c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Bon, j'espère que la thématique va te plaire aussi. Ouais, espérons-le. C'est l'amour. Je déteste. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, je plaisante, évidemment. L'amour, c'est justement la base de tout ce qui nous tient. Donc, il y a une question qui suit ou oui, ça, c'est le thème. C'est le thème, mais je sens que tu es chaud pour le faire. Ouais, bah, c'est rigolo parce que j'étais très très proche moi de mon grand-père paternel qui a toujours prôné l'amour. Et c'est vrai que finalement c'est la plus belle chose au monde et c'est sûrement la seule chose qui vaille la peine de vraiment se battre. Et au plus je grandis, au plus je comprends un petit peu ce qu'il prônait. Parce qu'alors moi pour le coup j'ai toujours été très dans le combat et dans le conflit. Je le suis encore toujours beaucoup d'ailleurs, hein, mais à juste titre, par amour justement. Et c'est là que la boucle est bouclée et que au plus je grandis, au plus je comprends pourquoi mon grand-père prônait à ce point l'amour la journée, tout le temps. Il avait que ça à la bouche. C'était presque fatigant d'ailleurs. Moi, ça me semblait niais, naïf. Je me disais, à l'eau de rose. Et en fait, si, c'est effectivement l'essence même de la vie. Et qu'est-ce que tu as compris justement de ton grand-père? Ben, que quand on parlait d'amour, c'était pas forcément que du gnangnan, parce que ça peut être justement aussi parfois violent, parfois très dur, parfois tordu, vif. Ça englobe beaucoup de choses et c'est plus complexe que ce que je pouvais m'en dire à l'époque. Voilà, l'amour, c'est bateau et en fait non, c'est pas bateau du tout. C'est très complexe et ça engendre beaucoup de choses. Comment tu manifestes l'amour au quotidien? Comment je le manifeste, ça dépend. Alors il y a des fois, j'en parlais avec ma femme il y a pas très longtemps, où je disais que moi il y avait beaucoup de choses des fois que je disais pas parce que ça me semblait évident et qu'en fait les gens ont besoin d'entendre quand même. Alors moi ça m'agace que je dis mais attends, tu as besoin que je te dise que je t'aime, tu le vois pas que je t'aime, regarde je fais ci, je fais ça, je pense à toi, mais bon il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Alors bon je l'ai peut-être pas tout le temps entendu non plus, donc du coup je le dis peut-être pas beaucoup, mais après je suis quelqu'un de très passionnel qui fait tout à fond, donc j'ai tendance à aimer très fort ou à détester très fort. Donc tu manifestes au quotidien, si je comprends bien, par des petites choses, Voilà. mais tu le dis pas forcément. Et je le dis,
J'aime pas jamais à mes fils tout le temps, à ma femme aussi quand même. Mais c'est vrai que ouais, je peux avoir tendance à oublier de le dire alors que les gens ont besoin de l'entendre quand même. Je fais une aparté là, mais tu portes un chouchou de ta fille, non? Non, malheureusement c'est mon rêve, mais j'ai pas de fille, j'ai que 2 garçons. Et ça c'est ma nièce qui l'a oublié au restaurant il y a une semaine et je lui dis je le garde au poignet pour pas le perdre jusqu'à ce que tu reviennes. Mais dépêche-toi parce que quand même c'est rose avec une étoile de mer en paillettes dessus. Alors bon, ce serait bien que je le garde pas. Ouais, mais en tout cas, tout le monde le remarque bien plus qu'un bracelet Hermès, tu vois. À côté des tatous, c'est bien. Voilà, ça fait contraste. C'est vrai qu'on tout tatoué avec un petit bracelet rose et une étoile de mer en paillettes. On part sur une deuxième thématique? Allez, vas-y. Tiens, je te redonne le dé. Je vais refaire 3, tu vas voir. Non. 4. 4. Et 4, on va partir sur la thématique de l'autre, la relation à l'autre. Bordel, oh non. J'ai pas rien. Ah, tu veux que je fais... Non, mais c'est pas... Attends, mais c'est pas écrit là, 4. Tu fais exprès. Non, je plaisante. La relation avec l'autre. Il va falloir que tu me pousses un peu sur le sujet parce que Je vais commencer par une première question. Avec qui t'es le plus toi-même? avec moi-même, hein. C'est déjà pas mal, ouais. Non, je suis le plus moi-même avec tout le monde. Ça, pour le coup, je suis pas, je suis très franc du collier, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Donc, j'ai pas de problème à pas être moi-même, que ce soit avec des gens un peu haut placés ou dans une classe sociale différente. Je reste toujours le même, ça, pour le coup. Ok. Et moi-même, au départ. Avec une bonne base, il y a quoi? Il y a un bon socle, j'ai pas le terme qui vient, putain. Ah, enraciné, peut-être? Ouais. Ouais, très enraciné, moi. Ouais, très enraciné. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que je suis dans les collines. C'est mon enracinement et on peut difficilement m'en bouger. Ouais. Qu'est-ce que t'apprécies chez les autres? Ce que j'apprécie chez les autres, c'est de pouvoir apprécier quelque chose chez eux déjà, parce que quand même, c'est de plus en plus rare. Mais quand on rencontre des gens avec de belles valeurs ou qui portent de beaux projets ou qui sont amenés à avoir certaines valeurs, certaines règles, un certain code de l'honneur, etc. Je trouve ça de plus en plus rare et du coup de plus en plus remarquable. Donc ça m'arrive moins souvent, mais ça a pris de la valeur du coup quand ça arrive. C'est-à-dire que C'est de plus en plus rare. ouais, franchement, j'ai été déçu par un nombre incalculable de personnes que je juge pas non plus parce que j'ai pu être décevant moi aussi par moment et qu'on a tous droit à des erreurs. Mais de manière générale, quand même, je trouve les gens avec vraiment très peu de valeur, très peu de bon sens, beaucoup de mal, de plus en plus de mal d'ailleurs. Je pense que ça doit dater aussi beaucoup de la période Covid qui moi a été un grand virage dans ma vie, vraiment. Parce que donc Non, mais dis pas ce que tu fais. ouais, Je sens que t'allais. j'allais visiter effectivement. Mais Je reprends. Mais et après, j'ai toujours été amené à avoir beaucoup de monde. c'est ça. Voilà. Le métier que tu fais, C'est ça. J'ai toujours été amené à avoir beaucoup de monde constamment et que quand ça s'est arrêté comme ça, c'est que du jour au lendemain, j'ai d'abord eu un peu de mal quelques temps et puis finalement après j'ai pris goût au silence très fort, très fort et à tel point que quand ça a repris, je me rappelle avec ma vie, c'était le 11 mai, si je dis pas de bêtises, ou le déconfinement. 11 mai ou 11 juin, mais je sais que c'était 11. Et je suis arrivé au rond-point en bas de chez moi. J'habitais à la Valentine à l'époque. Et quand j'ai vu toutes les voitures et tout, la circulation normale avoir repris, j'ai freiné, j'ai fait une crise de panique comme ça. Oh, putain, ça y est, je suis reparti. Et c'est vrai que de là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de mal avec les gens. Alors qu'avant, j'étais très open. Et puis là, après le Covid, j'ai eu un bon moment avant d'arriver à me remettre à fréquenter des lieux avec beaucoup de monde, ce que je fais d'ailleurs pas beaucoup au demeurant, mais par choix, pas par angoisse ou quoi que ce soit, alors qu'au départ c'était vraiment beaucoup de mal à replonger dans tout ce système qui s'était arrêté pour finalement le plus grand bonheur de beaucoup d'espèces vivantes. Et c'est à ce moment-là, du coup, que t'es tombé amoureux de là où t'es aujourd'hui? Exactement. En plus, là, à l'époque, c'est à cette époque-là où ma meilleure amie m'a appelé pour me dire ouais, j'ai mon voisin qui vend des légumes, monte. Et donc je suis monté dans ce village pour récupérer mes légumes et sur la route en découvrant tout ce paysage et le cadre, j'ai eu un vrai coup de foudre. C'est plus sensoriel, donc j'aurais du mal à l'expliquer, mais vraiment c'était très fort et je me suis dit il faut que j'habite ici, je veux habiter ici, je veux vivre ici. Et donc ça a pris le temps que ça a pris, mais m'y voilà enfin, et pas pour rien. Pour la recherche du calme. Pas la recherche, non, là, c'est le calme qui m'a trouvé, là. Okay. C'est encore différent. Puis, c'est même aller au-delà de ça, parce qu'après, derrière, il y a eu un vrai, alors, tout se goupille étrangement bien, d'ailleurs. Mais derrière, il y a eu une vraie révélation identitaire aussi, quand même, autour de la Provence, moi, qui aujourd'hui est très présente dans, d'ailleurs, tous les projets que je mène, aussi différents soient-ils. On en revient
toujours beaucoup à cette identité provençale que j'ai découvert ici. À Marseille, on est très pro-Marseille quand même. Et là, ici, dans l'arrière-pays, un peu plus haut dans les collines, on parle Provence et on y découvre des choses qu'on nous a pas appris, même cachées à mon sens, qui sont très importantes. Quoi, par exemple? Toute notre histoire, toute notre culture, notre langue, d'où on vient. C'est-à-dire que moi, j'ai appris il y a 2 ans à peine, donc je peux dire mon âge ou pas? On s'en fout. Mais j'ai appris il y a 2 ans à peine que la Provence est française que depuis la Révolution française. Qu'avant ça, c'est la Provence, avant d'être la France. Et qu'on y parle provençal et que, enfin, et de me dire que ça a à peine, quoi, 200 ans et de faire état des lieux aujourd'hui, ça soulève de suite beaucoup de questions, et ça offre aussi à la fois pas mal de réponses parce que on a un problème un petit peu identitaire quand même dans ce pays où tout le monde dit moi je suis italien, moi je suis corse, moi je suis algérien, moi je suis marocain et ils sont peu à dire moi je suis français ou alors après on surfe vite sur une vague compliquée et finalement quand je découvre cette histoire et ces racines, cette identité provençale, là, d'un coup, il y a tout qui fait un peu écho. Et je me dis, waouh, mais en fait, il faut en parler à tout le monde parce que ça va faire écho chez beaucoup de monde quand même. Parce que donc, c'est autant d'un extrême que de l'autre d'être provençal. C'est-à-dire que on peut t'assimiler à une extrême droite parce que tu vas dire que bah, tu es conservateur, qu'il y a des traditions, qu'il y a des fêtes, tu vois. Il y a beaucoup de fêtes, la Saint-Éloi. Enfin bon, bref, il y a plein de rassemblements, il y a plein de traditions. Donc, tu as ce côté-là quand même très conservateur. Et à la fois, via Marseille, le port de Marseille, qui a quand même 2600 ans d'histoire, qui représente bien plus que par exemple Paris, tu as toujours aussi été une terre d'accueil et de croisement, donc de commerce. Et donc, tu as ce côté aussi extrême gauche où tu es ouvert sur le monde. Et c'est là où je me dis, ouais, c'est magnifique en fait, parce que c'est pour ça que voilà, j'arrive pas à coller avec toute cette histoire-là de gauche-droite et de système français. Et en fait, parce qu'on vient pas de là, nous, on vient de la Provence. Et pas de cette histoire-là. Des racines qui sont ouvertes. Voilà. Une histoire enracinée. Une histoire très enracinée, mais très ouverte sur le monde. Et puis là, d'un coup, on nous a forcé à prendre un parti de gauche ou de droite. Parce que donc, cette révolution française, d'un coup, il y a des cartes qui ont été redistribuées et qu'en fait, les dés sont pipés pour le coup. Un peu comme avec toi, j'ai l'impression, parce que non, je plaisante. Mais voilà, on part de très loin quand même là. Hein. À la base, c'était quoi la question? C'était l'autre et je vais revenir à l'autre. Tu nous as fait une digression. Ouais, non, parce qu'il faut que tu m'arrêtes, parce que sinon tu vas me poser comment t'appelles ton chien et puis je vais te raconter l'histoire du comté de Arles. Non, je t'en fais une dernière sur l'autre. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre pleinement sans les autres? Ouais. Toi, tu te verrais vivre pleinement sans les autres? Moi, très très heureux seul. C'est catastrophique, mais je suis très très heureux seul. Mais après, c'est bien aussi parce que du coup, ça me permet de recharger un peu les batteries, de baisser aussi un peu le chauffage et d'aller plus facilement vers les autres ensuite, tu vois. Ah, parce que on reviendra sur ton métier, mais ton métier, c'est quand même un métier. Attention. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas dit. Donc, tu proposes aux autres, en fait. Tu le fais en partie pour les autres. Ah ouais. Alors moi, attention, je suis très 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 généreux. J'adore faire plaisir. Ouais. J'adore ça, vraiment. C'est-à-dire que mon kiff, la drogue dure numéro 1, moi, c'est de voir les gens heureux et de rendre les gens heureux. Rendre les gens heureux, voir des gens heureux. Quand des gens me disent merci ou bref, je vais pas trop m'étaler, sinon je vais être trop explicite. Mais c'est vraiment mon plaisir numéro 1 au monde, c'est de voir les gens heureux. Bon, déjà mes enfants, ma famille, etc. Et après, voir les gens heureux autour de moi et apporter du bonheur aux gens, apporter de la vie, à transmettre tous les messages qu'on peut avoir à transmettre, toute la force ou tout l'amour qu'on peut avoir à transmettre aux autres, c'est mon kiff numéro 1, vraiment. Mais j'aime beaucoup être seul. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc t'aimes bien être seul, t'aimes bien faire plaisir aux autres, et tu peux vivre pleinement sans les autres. Ouais. Ok. Ouais, c'est très paradoxal. Ouais, c'est paradoxal. Mais je savais qu'il allait être chelou, cette interview. Même moi, ça y est, maintenant je suis en train de me poser. Je vais appeler ma psy quand tu vas te barrer. Ça sert à rien, on est en train de faire une séance là. Ouais, c'est vrai. Allez, une dernière. Je te laisse faire une dernière fois. 6. On finit fort. Ce sera sur le courage. Oh, ça, le courage. T'as frappé à la bonne porte, mon pote. Ouais, alors le courage. Sans trop m'étaler non plus, parce que bon, j'ai eu besoin de beaucoup de courage, un nombre incommensurable de fois, incalculable de fois, et encore aujourd'hui, et c'est ce qui m'a tenu, c'est ce qui me tient, et c'est quelque chose pour lequel j'ai d'ailleurs aussi beaucoup de respect, les gens courageux, les gens qui arrivent à faire face, à affronter, et
qui peut aussi être un piège à la fois, parce que il y a des fois aussi où moi j'ai été courageux trop longtemps. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut savoir aussi lâcher, craquer, pleurer, tu vois, et le courage, finalement, c'est d'arriver à craquer, à pleurer, mais à pas lâcher quand même. Voilà. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Il faut pas en faire, c'est comme l'amour, tu vois. Tu peux pas te dire que l'amour, c'est que la praline et que c'est que ça, et que le courage, c'est que de la combativité. C'est pas vrai. Le courage, c'est aussi, pleurer, craquer, avoir peur, mais pas lâcher quand même. Et le courage, moi, c'est quelque chose qui m'est très, 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 très important que j'essaie de beaucoup, beaucoup transmettre à mes fils, alors c'est dur hein, à la fois parce que voilà, moi, ça m'est arrivé de voir mon fils se marbrer et de lui dire oh il y a rien, lève-toi, c'est rien. Alors les gens à côté me regardent mais quand même il s'est fait mal. Ouais ouais, mais c'est pas grave, c'est rien, allez lève-toi, ça va aller mieux. Et ils ont cette éducation là et ils sont comme ça parce que maintenant ils tombent et puis ils serrent les dents, ils se frottent un coup et ils repartent. Et je pense que c'est très très important aussi de faire des enfants forts plutôt que de réparer des adultes cassés. D'ailleurs c'est une phrase de Medine je crois. Ouais, c'est une très belle chanson, ça. Ouais. Il vaut mieux faire des enfants forts que réparer des adultes cassés. Ouais. Et alors, bon, pareil, les réseaux sociaux se chargeront de mon jugement en disant, ah ouais, il est dur, il est sévère. Mais je suis pas sévère, dur des fois peut-être, c'est vrai. Mais moi, mon père a été extrêmement dur, moi, avec moi. Bon, pas physiquement, attention, mais moralement, il a été très, 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 très dur avec moi. Et je l'ai détesté pendant des années d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, je le remercierai jamais assez d'avoir fait tout ça pour moi parce que c'est ce qui m'a rendu un peu plus dur et courageux que je pense la moyenne. Et ce qui fait que j'arrive à me sortir de conflits ou d'épreuves un peu plus tête haute que certaines. Où est-ce que tu vas aller chercher ton courage? Bah, vraiment. Du coup, la boucle est bouclée, vois-tu. Et, Il était bon hein, ouais. Non, ben. dans l'amour. Ouais. Alors, déjà, de base, ça peut être juste dans l'amour propre, hein, parce que des situations que j'ai eu le plus de mal à combattre à une certaine époque, je m'en suis sorti par amour propre d'abord. Et puis après, vient les enfants, vient la famille, vient tout le reste, et finalement, c'est toujours par amour qu'on se bat, ne serait-ce que ça soit par amour de la vie ou par amour de n'importe quoi, on se bat forcément pour ça. D'accord. Et à ton avis, est-ce que le courage, c'est une question de timing ou de choix? De choix. De choix. Moi, je pense, ouais. Après, attention, j'ai pas la science infuse, hein, mais moi, je pense que c'est vraiment une question de choix. C'est un moment donné où tu décides de faire quelque chose, où tu décides de subir, où tu décides de te lever et de te dire, il faut que ça bouge. Alors, même si ça te semble insurmontable, même si ça te semble pas possible, même si tu sais pas quoi faire, relance le dé, hein, fais quelque chose, mais Bouge. ouais, allez, fais quelque chose, fais un choix. Et il y a des phrases, tu sais, les phrases à la con là sur Facebook, le billionnaire ou je sais pas quoi, là, avec des petites phrases, mais qui, moi, je trouve, j'allais reglisser sur ce que je fais. J'ai un endroit où il y a plein de phrases comme ça, des petits mantras, de proverbes, et que je trouve très, très, très importantes, même des bateaux qu'on connaît tous, tu vois, mais qui, à mon sens, ont de l'importance et qu'on a besoin de relire de temps en temps. Tu vois, il y a eu une fois, par exemple, où je faisais face à une épreuve de conflit dans mon staff. Et puis d'un coup, j'ai une petite phrase qui m'est venue en tête, qu'on connaît tous, n'écoute pas ce qu'ils disent et regarde ce qu'ils font. C'est bateau, on la connaît tous cette phrase, mais voilà, de l'entendre à ce moment-là, elle m'a débloqué toute la situation en une seconde. Et c'est super important d'avoir voilà ce genre de petits mantras. Et tu vois, il y a des mantras, par exemple, qui dit demain, c'est maintenant. Tu vois, quand tu parles de sport, par exemple, que tu te dis, ouais, demain, je reprends la salle. Ben, fais 50 pompes maintenant, tu vois. Ouais. Ne dis pas demain et fais-le. Et alors, tu vois, je l'ai tatoué aussi là, d'ailleurs, acta non verba. Bon, d'ailleurs, ça, c'était pour la ligne partie trop tôt. On s'était tous fait tatouer cette petite phrase-là, parce que c'était son mantra à elle. Et c'est très important, je pense, de bouger et de faire des choses et de pas rester en position de pas subir les choses, tu vois, de pas pleurer. Vraiment, les gens qui pleurent sur leur sort et qui bougent pas et qui restent inactifs, ça me met hors de moi. C'est-à-dire que vraiment j'ai envie de les secouer, de leur dire mais arrête, fais quelque chose. Sinon tu peux pas te permettre de pleurer, quoi. Tu peux pleurer quand tu te bats et que t'as du mal, t'arrives pas à t'en sortir et là, tu craques un coup et puis tu repars au combat, t'as le droit. Mais à pleurer alors que tu restes inactif, C'est pas courageux. mais non. Voilà, la boucle est rebouclée. Putain, on fait des doubles le dis donc. Qu'est-ce qu'on est bon. Commence les phrases, mais termine. Allez, Ma passion secrète est... secrète, je sais pas. Je te dirais la musique parce que c'est pas mon activité officielle numéro 1, mais c'est ma passion. Donc je
Je dirais ça. Je chante. Tu chantes? Je joue pas parce que je suis pas assez patient pour apprendre un instrument. Manque de courage. Non, manque de temps, beaucoup de temps parce que c'est vrai que quand même il faut du temps. D'ailleurs, c'était l'épisode avec mon ami avec qui je parlais de ça, du temps. Et moi, le temps, c'est vrai que il me faudrait des journées comme je te disais au téléphone, de 72 heures et des semaines de 20 jours pour arriver à faire ce que j'aimerais faire parce que j'ai beaucoup de trucs sur le feu et beaucoup de choses à gérer. Et du coup, prendre 1 heure tous les jours pour jouer de la guitare ou du piano, ce qu'il faudrait faire pour apprendre l'instrument, je l'ai pas. Tu chantes quoi? Quel type? Ah, je chante beaucoup de trucs très différents. J'aime beaucoup tous les styles de musique. Donc, ça peut être du rap, du reggae, du rock, de la pop. On fait des compos, nous, avec mon groupe en français et en provençal, d'ailleurs, parce que c'est un projet qu'on est en train de monter qui va être super, où il y a des couplets français et certains couplets en provençal. Et ça va être sympa. Hâte d'écouter. Ça, c'est un peu secret. Ouais, là, c'est carrément secret, là. Là, ça l'est plus tellement. Ouais, non, un peu moins. Ma plus grande source d'inspiration. Les collines. On en revient aux collines. Ouais, les collines, la nature, les collines. C'est le moment où je déconnecte un peu de tout le brouhaha ambiant et que du coup, il y a tout le reste qui peut ressortir. C'est dans ces endroits-là, ouais. Ce en quoi je crois profondément est... On va refaire l'amour. Ah, ça va faire bateau si on fait ça, non? Quand je me posé, je me suis dit... ouais, il m'a dit merde. Ben ouais, on va revenir encore à ça quand même. Et ouais. Ce en quoi je crois le plus profondément, c'est l'amour. Ce que j'ai appris de mes échecs. Ce que j'ai appris de mes échecs, c'est que c'est mes plus belles leçons. Pareil, un peu bateau comme phrase, hein, mais extrêmement vrai. Hein. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je suis tombé, à chaque mauvais coup, à chaque coup bas, j'ai dit merci. Et ça m'arrivera pas 2 fois. Et c'est ce qui me permet de monter, d'avancer et de faire face au reste. Tu t'en rends compte tout de suite ou un peu après? À l'époque, je me rendais compte après. Là, maintenant, comme j'ai cette mentalité-là, je me rends compte même avant. C'est-à-dire que je sens arriver la chose et je vais dire, je vais payer ça, là, tiens. Je vais payer cette leçon-là. Mais voilà, maintenant, j'utilise plus le mot leçon qu'échec ou que coup bas ou que... T'es pas le premier à me le dire. Ou que trahison. Ben ouais, parce que je pense que c'est une mentale qu'il faut avoir pour justement garder la tête un peu hors de l'eau. Donc ça va dans le sens du courage, ça va dans le sens de l'abnégation. Si tu vis les choses comme une leçon plutôt que comme un échec, déjà c'est pas la même chose. Déjà, t'es pas victime, t'es bénéficiaire. Tu transformes tout ça. À l'époque, voilà, de toute façon, tout est une question comme ça, un petit peu de qu'est-ce que toi, tu veux faire des choses, qu'est-ce que tu décides d'en faire, est-ce que tu décides de subir la chose et d'en pleurer, ou est-ce que tu décides d'en faire une force, est-ce que tu décides de transformer ta souffrance et de la mettre à ton service, est-ce que tu décides de juste souffrir et de couiller, ça c'est toi qui décides. L'erreur la plus importante que j'ai commise? C'était de l'orgueil. Et précisément? Ouais, à l'époque, je me suis disputé avec mon père pour une connerie. Et on a arrêté de se parler. Et j'ai eu l'occasion de lui reparler 2-3 fois pendant l'année en question. Par orgueil, je l'ai pas fait. Et il est décédé 1 an plus tard. Et je m'en voudrais toute ma vie. Voilà. Donc c'est celle-là. Ouais, celle-là sera dure à battre d'ailleurs. En tout cas, j'espère parce qu'elle est extrêmement dure à avaler pour le coup. La leçon. J'imagine. La leçon. Et quelle belle leçon, quoi. Ma dernière invitée m'a posé une question pour toi. J'ai mangé quoi à midi? Alors ça, c'était l'avant-dernier. Ah, c'était l'avant-dernier, merde. Tant mieux, parce que j'ai rien bouffé. En plus, à midi, j'aurais pas pu te répondre. Et elle va te plaire, je pense. Ah. Quelle est ton émotion préférée? Mon émotion préférée? Ouais. La fierté. C'est une émotion, la fierté? Ouais, ça apporte en tout cas une émotion de joie, peut-être, alors. Du coup, je sais pas comment on pourrait dire. Mais voilà, le truc maintenant que je préfère le plus, remarque, non, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'essaie de voir mes enfants heureux. Quand je vois mes enfants heureux, quand je les vois réussir quelque chose et vraiment être heureuse, je pense que c'est la chose qui me rend plus joyeux au monde. Ouais, donc c'est ça doit être la joie. Ouais, c'est ça, la joie. La fierté doit être peut-être Tu veux qu'on la reface? Non, on a envie de demander, c'est une experte des émotions, donc... Ouais, donc la joie, ouais, je dirais. La joie. Ouais, la joie. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? L'injustice. Et ça, c'est inné depuis que je suis tout petit, c'est atroce. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai été en échec scolaire ma vie à cause de ça, parce que je suis pas d'accord avec beaucoup de choses, et que ça m'a mis en conflit avec beaucoup de monde et beaucoup de... jusqu'encore, on en parlait tout à l'heure, notre système
éducatif, notre système de politique. Il y a tellement d'injustices que du coup, je suis en accord avec absolument rien. Et c'est très compliqué parce que tu évolues dans un monde où tu te dis, j'ai rien à voir avec tout ça, je suis d'accord avec rien. J'ai passé des années d'enfer de 10 à 20 ans, je dirais, jusqu'à ce que j'ai mon premier enfant et que du coup, je suis obligé un petit peu de me plier aux règles et que je me dise, bon, ok, c'est pas parce que tu te plies à tout ça que tu l'acquiesces, tu connais les règles du jeu, joue. Donc voilà. Mais ouais, l'injustice, voilà, à l'école, je me bagarrais tout le temps parce que dès qu'il y en a un qui embêtait quelqu'un d'autre, j'allais me mêler. Je me suis toujours préoccupé des plus faibles en essayant d'aller les aider, ce qui m'a d'ailleurs porté aussi d'ailleurs préjudice quelquefois parce que il y en a qui jouent de ça, qui se font passer pour des gens en détresse et que tu vas aider et qui en fait sont juste là pour profiter de la situation. Mais bon, après moi j'ai tendance à me dire j'ai fait ce qui me semblait juste et bon et Dieu me le rendra. Et comment tu arrives au quotidien justement à vivre dans ce monde injuste si t'es pas aligné avec, en jouant le jeu, comme on dit? Eh ben, en déconnectant le plus possible de ça, comme je te disais, voilà, dans les collines, la rando, partir, on a un camion aménagé avec ma femme et mes enfants, on prend le camion, on part Mardèche, je vais au bord d'une rivière, je mets le téléphone sur mode avion et j'écoute la rivière passer. Voilà. C'est ce qui me permet de tenir longtemps. Et ce qui me convainc que j'ai raison, parce que finalement, quand tout s'arrête, pour en revenir au Covid et au confinement, quand tout s'arrête, tout va, étrangement. Quand tout s'arrête, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de... Voilà, parce que c'est vrai qu'on cultive quand même beaucoup la peur, la désinformation pour tendre les gens, pour les orienter vers certaines pensées, etc. Et en fait, quand on éteint tout et qu'on s'en remet donc, du coup, voilà, à la nature et à la vie, quoi. Finalement, ça va étrangement beaucoup mieux pour tout le monde. Donc je me dis, j'aurai jamais vraiment de problème parce que quand ça me gonfle, j'ai qu'à couper. Voilà. Tu prends le van C'est ça. et Et je me barre. ou même ici. Ou alors, ouais, je sors de la maison, je fais 50 mètres et tu vois, je suis dans la pampa. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul ou le moment le plus difficile que tu as vécu, mais surtout, quelles ont été les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? À l'époque, quand j'ai perdu mon père, donc on se parle plus depuis un an et tout, je prends ça vraiment dans la gueule très fort. J'étais avec ma première compagne, avec qui on avait eu un petit garçon d'1 an, qui en a 12 aujourd'hui, et qui m'a quitté un mois après la mort de mon père. Et là, je me suis retrouvé très très seul. C'est-à-dire que je me suis renfermé sur moi-même, je parlais plus, je disais plus un mot. Même la compassion des autres me faisait ni chaud ni froid parce que t'as pas envie d'aller mieux, t'as juste envie d'avoir mal et ça prend le temps que ça prend et ça a duré un peu et puis au bout d'un moment j'ai commencé à vraiment sentir que la solitude elle était en train de commencer à peser mais j'arrivais pas non plus à reprendre la main dessus et ce qui m'a sorti de là, d'ailleurs je l'embrasse très fort, c'est Yvan Sorel qui était un prof de MMA. C'est un de mes invités. Ah ouais? Ouais. Yvan, tu l'as eu? Ouais, Incroyable. le quatrième. Incroyable. Tu vois, je savais pas. Et Yvan, d'ailleurs, je l'ai tatoué là, Team Sorel, tout ça, parce que ça a été un court instant de ma vie. Hein, ça a duré 1 an. Mais j'ai rencontré Yvan et je me suis mis à m'entraîner, alors que j'étais pas du tout sportif moi, au départ. Et puis là, je me suis mis à m'entraîner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à la salle, 2 heures par jour, tous les jours. Et le week-end, avec un ami en parallèle. Et j'avais plus que ça pour me sortir de cet enfer. Et c'est Yvan d'ailleurs qui me disait, tu vois, la colère et la rage que tu as, toi tu penses que tu vas rentrer dans une cage de MMA et que tu vas arracher des têtes, qui n'était pas totalement faux. Il me dit, c'est vrai, mais sur la longueur, c'est une colère qui va te bouffer, qui va te consumer et ça va pas t'amener loin. Par contre, si tu m'écoutes et que tu arrives à prendre cette colère et à la mettre à ton service, tu vas devenir quelqu'un de grand. Et c'est ce que j'ai travaillé avec lui pendant 1 an, très 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 intensément, avant de me remettre en selle dans ma vie de manière générale, professionnelle et personnelle, et d'être capable de remonter en selle, de retomber d'ailleurs quelques années plus tard pour diverses raisons. Mais alors, sans piper un mot, avec le sourire, tomber, me relever de suite et repartir au combat parce que c'est ce que j'ai vraiment appris avec lui là-bas. Donc je l'en serai éternellement reconnaissant. Yvan, si tu nous écoutes, Ah ouais, j'espère bien. passe le bonjour. Après, il le sait tout ça déjà, lui. Je lui ai déjà fait un demi-milliard d'hommages. Donc du coup, ton papa décède, ton ex-femme te quitte, Ouais. t'es dans le brouillard pendant quoi, 6 mois? Ah non, Plus? Bon, ouais, j'ai traversé les enfers, je dirais, pendant 1 an. 1 an? Pendant 1 an, au bout d'1 an, donc je décide d'un coup de faire quelque chose. Je me dis, faut que je bouge. Donc j'appelle un pote à moi qui était un élève de Yvan
Et je lui dis, tu fais toujours tes entraînements de barjo, là, où le mec, il crie et tout. Ouais, c'est ça. Il me dit, ouais. Je dis, c'est quand le prochain? Il me dit, bah, ce soir à 18h. Donc, j'y vais. Et j'arrive dans la salle et je rentre. L'entraînement, il démarre. Et mon pote, il me fait signe, vas-y, monte sur le tatami, entraîne-toi. Je rentre sur le tatami, je m'entraîne. Et quoi, une vingtaine, je crois. L'armée, le mec me calcule pas, je fais mon entraînement. Et à l'époque, quand mon père est décédé, moi, j'ai jamais pleuré. J'arrivais pas à pleurer. Je faisais des crises de nerfs. J'étais très colérique. Et j'arrivais pas à pleurer. Et là, je fais mon entraînement et je sors du tatami, je rentre dans les vestiaires. Et putain, d'un coup, il me monte, mais un raz de marée de larmes. C'est-à-dire que je me mets à pleurer, mais comme une madeleine, quoi. L'enfer. J'avais honte, je me mets dans la douche et tout, et je pleure. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai... J'étais pas triste, hein, mais je pleure. Ouais, voilà. Je me dis, waouh, putain, le lendemain, je retourne à cet entraînement, il me recalcule pas pour le deuxième jour. Le troisième jour, je retourne à l'entraînement, il me calcule pas, donc à la fin de l'entraînement, je vais le voir, je lui dis, Samy, je sais pas si tu as remarqué, ça fait 3 jours que je m'entraîne sur ton tatami. Bonjour, je m'appelle... comment ça marche et tout. Et il me dit, écoute, on a une QG le soir à la Joliette, viens, on discutera ce soir. Je dis ok. Et quand j'arrive le soir là-bas, que je le rejoins, il vient, il s'assoit à table avec moi. Et là, il me parle de lui. Et moi, je le regarde, je me dis, ce mec est barjo. Il s'assoit, il me dit, tu sais, il me dit, il y a quelques années, moi, j'ai perdu ma mère. Et quand j'ai perdu ma mère, j'étais très en colère, je me bagarrais beaucoup, je faisais plein de conneries. Bon, moi, il me raconte sa vie. Il me dit, et toi, je sens que tu as beaucoup de colère et que tu penses que en venant chez moi, tu vas pouvoir, comme je disais tout à l'heure, rentrer dans les cages, machin. Et donc, on en revient sur cette fameuse conversation où il m'explique c'est quelque chose qu'en fait, on peut mettre à son service et voilà. Donc le ressource a été le sport, quoi, et le dépassement. Au-delà du sport, bah, alors oui, il y a le sport parce que moi, je pense que ce qui m'a semblé le plus évident là-bas, je pense qu'il y a deux choses très, très différentes entre le corps et l'esprit. Et que quand tu arrives à aligner les deux, c'est-à-dire, T'es hyper puissant, quoi. c'est là que tu es hyper puissant. C'est-à-dire que tu peux faire tout le sport que tu veux. Si dans ta tête, tu n'es pas bon, ça sert à rien du tout. Et tu peux être le plus grand philosophe, droit dans ses bottes dans ta tête. Si tu as une carrosserie qui tient pas la route, tu vas pas loin. Mais par contre, quand tu alignes les deux, c'est assez impressionnant. C'est surpuissant même. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent réaliser les capacités en vérité qu'ils ont tant qu'ils n'ont pas connu cet alignement entre leur âme et leur esprit. Ok. Donc c'est la remise en mouvement du corps avec du coup l'alignement. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que dans le combat, surtout, pour moi, un bon combattant, c'est pas forcément quelqu'un qui va techniquement être très bon à la bagarre. Un bon combattant, c'est quelqu'un qui a la mentale du combattant. C'est quelqu'un qui va pas s'arrêter, qui va essayer de trouver une solution, qui va serrer les dents, qui va savoir faire le dos rond quand il faut le faire, qui va savoir agir au bon moment. Enfin, moi, c'est beaucoup de choses qui correspondent plus à une histoire de mental qu'à une histoire de physique pure. Et c'est ce que j'ai beaucoup appris avec Yvan. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplifier ça et dire c'est le sport qui m'a sorti de ça. C'est le sport et la philosophie qui va avec. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain inconnu? La question que j'aimerais poser au prochain inconnu. Prochain invité. Je l'avais pas préparé, ça, c'est con, parce qu'en plus, je le sais que tu vas demander ça à la fin. J'aurais pu un peu préparer une question un peu sympa, vraiment. Le mec a pas bossé, le mec était trop chill. La question que j'aimerais poser à mon prochain invité, est-ce que tu penses que par amour, on est capable de tout? Et toi, ton avis? À mon avis, oui. Évidemment. À mon avis, oui. On est capable du meilleur comme du pire, d'ailleurs. C'est quoi le dernier truc de dingue que t'as fait par amour? C'est des sacrifices de vie, finalement, hein, parce que il y a plein d'opportunités que j'ai ratées et que je rate et que je peux pas entreprendre aujourd'hui par amour, parce que j'ai des obligations et que je peux pas. Quand tu aimes, au plus t'as d'accroches comme ça et au plus tu aimes de gens et au plus, finalement, à la fois, t'es un petit peu emprisonné quelque part parce que t'es moins libre, tu vois. Tu peux pas te permettre, là, par exemple, demain, on me propose un poste, je sais pas moi, aux États-Unis, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Il y a trop de gens que j'aime ici qui sont importants et qui, du coup, me mettent dans une petite cage dorée, finalement, tu vois. Donc, finalement, les trucs les plus fous que je fais par amour, c'est des sacrifices personnels, mais qui sont quand même un peu importants. Est-ce que tu as quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en lumière? Putain, ça aussi, je l'avais pas préparé, tiens. Mais après, il y a des gens que j'aimerais mettre en lumière, c'est les gens qui sont très courageux. Ah tiens, si, voilà, ça c'est marrant. C'est une petite dame que j'ai rencontrée et qui s'appelle Huguette. Elle a, je sais pas quel âge, Huguette, mais bon, 80 balais, j'imagine. Et elle travaille bénévolement depuis 25 ans au Resto du Cœur. Et donc, elle distribue la soupe, elle distribue des paniers, et sûrement elle fait d'ailleurs encore plein d'autres choses que je sais probablement pas. Donc Huguette et son équipe, parce qu'elle est entourée, et d'ailleurs c'est rigolo parce que souvent c'est des personnes âgées qui sont pas non plus dans des situations très confortables non plus, et que je trouve pour le coup extrêmement courageux, parce que on bravait le froid et la pluie en plein hiver pour aller apporter
un pot de soupe chaude aux gens qui meurent de froid ou des couvertures. Ça, à mon sens, c'est une preuve qui englobe tout ce que je prône depuis tout à l'heure, c'est-à-dire amour et courage. Parce que pour le coup, ils font preuve des deux, dans l'âge qu'ils ont, et ils vont quand même affronter la misère pour la combattre sans rien attendre en retour. Et ça, c'est des gens qui méritent d'être mis en lumière. Huguette, si tu nous entends. Ouais, moi, je pense pas que Huguette, elle sache écouter des podcasts. Mais je lui ferai écouter, peut-être à la limite, je lui dirai, ah, Huguette, si vous voulez écouter le podcast, à la fin, je parle de vous. Voilà. Oui. Je t'arrangerai un rendez-vous avec Huguette si tu veux, parce que ça doit être quelque chose. Et pourquoi pas? Ouais, avec plaisir. Tu sais quoi, Et puis on parlerait. hyper intéressant. Bien sûr. Bon, après, maintenant, j'ai déjà dit qui c'était, donc ça sera plus une inconnue. Non, mais par contre, les gens sauront pas quand c'est l'épisode de Huguette. Ah ouais. Tu vois? Si vous entendez une vieille dame dans les prochains podcasts, C'est peut-être Huguette. c'est Huguette. Qu'est-ce qui résonne en toi, là, depuis le début de notre échange? Que j'avais pas prévu que ça devienne si intime. C'est-à-dire que j'ai fait attention à 2-3 anecdotes parce que c'est vrai que c'est quand même très intime et que bon, ça va être écouté quand même par pas mal de monde parce que t'es pas mal suivi et félicitations d'ailleurs. Mais ouais, c'est super intime et à la fois peut-être que c'est bien parce que si ça peut faire écho en au moins une seule personne sur tous tes auditeurs, ben tant mieux. Tant mieux parce que c'est important et que bon, ça m'est arrivé des fois d'entendre des choses qui m'ont beaucoup aidé, ou peut-être qu'il y a des fois où j'aurais aimé entendre certaines choses que j'ai pas entendues et qui m'auraient peut-être aidé à avancer un peu mieux, ou un peu plus vite, ou un peu plus droit, ou un peu plus facilement, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin aujourd'hui d'entendre parler d'amour et de courage, en l'occurrence. Et tu vis bien. Ouais, très bien. Ouais, non, bien sûr, ouais, non, très bien. Ouais, j'ai pas de problème avec tout ça. Je suis très ok avec tout ça. C'est plus de la pudeur qu'autre chose. Mais ça va. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Courage et amour. Non, c'est ça. Ou amour et courage, amour et courage. Amour et Et ouais, courage. parce qu'on a quand même prôné l'amour tout le long, ce serait con de mettre le courage avant. Amour et courage. Allez, ce sera le titre. Amour et courage. Et on rajoutait un AOU pour Yvan Sorel. Non, je plaisante. On va lui laisser le AOU. Il a appelé comme ça. C'est le déposé. Ouais, j'imagine. Non. Non, c'est vrai? Comment il l'a appelé? Spartiate. Non, attends. En cage. En cage. Ah, bah oui, forcément. En cage, ouais. C'est joli, d'ailleurs. C'est joli. Je vais te poser la dernière question, pas forcément la plus simple. Ouais. Qui es-tu? Et qui je suis quelqu'un de très lambda, finalement. Non, mais je m'appelle Hugo Palvini. Je suis restaurateur, principalement. Donc, je mène quand même beaucoup d'autres projets à côté, artistiques, musicaux, ou dans l'événementiel et beaucoup d'événements à venir sur la culture. Et donc toute l'histoire provençale et la tradition provençale et les valeurs provençales et tout ce que ça peut englober, parce que du coup il y a aussi beaucoup de politique là-dedans. Donc c'est des projets que je suis en train de monter, que je porte en parallèle de la restauration, qui est mon activité numéro 1 à Aubagne. À la Maison Zéou. Maison Zé ou la Maison des Fondus. La Maison des Fondus, c'est une vieille enseigne que je trimballe de mon père et de ma famille depuis 37 ans maintenant, que je viens d'ouvrir à Aubagne il y a 2 ans. Il y a eu la Marseille, à Aix, à Avignon, il y a eu Rouen. J'en avais ouvert une à la Valentine au Cameroun. Donc là, maintenant, je suis sur Aubagne. J'ai ouvert Maison Zéo également en parallèle. Et j'adore ce métier parce que c'est au-delà d'un métier pour moi, je suis la 5e génération de restaurateur de ma famille. Donc en fait, avant d'être un business, c'est vraiment un mode de vie. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans des restaurants, on a appris à avoir la vie dans un restaurant. On a grandi en voyant les gens parler et dans un restaurant avec tout ce que ça comporte. Le staff, les clients, les fournisseurs. Et donc, on a peut-être avancé un peu plus vite dans le développement que des gens qui sont restés à la maison 90% de leur évolution. Et puis, il y a des valeurs qui vont de pair avec ce métier, qui font que, donc, avant d'être un business, pour moi, c'est un vrai style de vie. Et c'est d'ailleurs ce qui se perd de plus en plus aujourd'hui dans ce métier-là. Et c'est pour ça que je tiens à le faire, que je tiendrai, quoi qu'il arrive, à toujours le faire parce que je veux vraiment le défendre. Il y a pas très longtemps, sur les radios, tout ça, on entendait beaucoup parler d'un diplôme qu'ils voudraient mettre en place pour qu'on puisse ouvrir un restaurant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut ouvrir un restaurant sans diplôme. Et donc ils prônaient cette histoire de diplôme que je trouvais absolument débile, puisque donc c'est encore un diplôme qui va être facturé 600 balles et qui va être attribué en 48 heures sur Internet. Alors que si on voulait vraiment faire quelque chose, il suffirait de faire une charte de qu'est-ce qu'on appelle un restaurant. Parce que moi, 90% de ce qu'on appelle aujourd'hui un restaurant, je les appelle des cuisines rapides. C'est des cuisines rapides avec un mauvais service, un mauvais accueil, produits de très mauvaise qualité, pas travaillé sur place. Et ça ne devrait pas s'appeler un restaurant. Parce qu'un restaurant, ça devrait respecter certaines règles qui ne sont plus du tout respectées aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, tu disais tu pouvais vivre seul. Ton métier, c'est la restauration. Et c'est de donner, en fait, aux gens. D'offrir. Ouais, c'est ça.
Ouais, carrément, ce que je te disais tout à l'heure, moi, c'est Bien manger, passer un mon plus grand kiff, c'est quand les gens s'en vont et qu'ils me disent, parce qu'alors là, maintenant, ça fait 2 ans que je me suis mis à la cuisine, parce que j'ai toujours été en guerre avec mes cuisiniers, parce que j'étais pas content de ce qu'ils me présentaient, et que bon, un jour, je me suis dit, bon, en fait, mon pote, si tu veux avoir ce que tu veux, ben, fais-le toi. avec un peu de courage. Voilà. Donc, je me suis mis au fourneau. Bon, j'avais une bonne base quand même hein, de cuisine perso, c'est-à-dire à la maison, tout ça, pour se faire des amis. Mais après, pour servir un restaurant, c'est encore autre chose. Donc, j'ai appris petit à petit, j'ai évolué, j'ai passé... c'est Jules qui parlait du truc de 10 000 heures, là. Devenir spécialiste de quelque chose, il fallait y passer 10 000 heures. Je les ai bouffés, les 10 000 heures, très rapidement, parce que j'adore ça. Et que du coup... je les compte même plus et que du coup j'ai pas mal progressé maintenant et qu'on envoie des trucs dont je suis très fier et quand les gens s'en vont et qui me tapent au carreau de la porte de la fenêtre et de la cuisine et qui me font ainsi en me disant merci beaucoup, c'était super, c'était extraordinaire, c'est un kiff de malade, c'est-à-dire que vraiment je prends un plaisir incroyable à voir les gens heureux et passer un bon moment, rire ou avoir des souvenirs. Nous au restaurant, bon, plus comme je te dis, l'enseigne elle a 37 ans, donc il y a des gens nous qui se sont rencontrés à la Maison des Fondus, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui sont aujourd'hui clients de la Maison des Fondus. Et ça, c'est émouvant parce que c'est l'histoire de ma famille, voilà, de tout ce qu'on a pu créer et toutes les traces indélébiles qu'on peut laisser dans notre petit monde à nous. Et j'en suis très fier. C'est à Aubagne. Ouais, à Aubagne, rue Colonel de Roux, c'est une petite rue d'Aubagne qu'on essaie d'animer avec mon ami Stéphane, qui a le restaurant juste à côté de moi, qui s'appelle L'Envers, où il travaille au feu de bois. Donc, on travaille un petit peu ensemble pour essayer d'élever un peu notre niveau tous les deux. On a une cuisine au feu de bois à l'envers. Nous, chez Maison Zé, on travaille une cuisine de saison sur du circuit le plus court possible, avec des recettes un petit peu élaborées. D'ailleurs, des fois un peu trop élaborées, j'imagine, parce que des fois, c'est vrai que je pense plus comme un chef de cuisine, moi, vouloir sortir un truc de fou. Il y a des fois, il y a des gens qui ont juste faim. Ils veulent venir manger un truc sans se prendre la tête. Donc bon, maintenant, je fais attention d'équilibrer un peu les deux. Mais voilà, et on essaie d'organiser beaucoup d'événements. On travaille avec la ville d'Aubagne sur des événements sur la rue qui nous est attribué pour la piétoniser sur un événement. Donc on a organisé l'année dernière une grande sardinade, on avait organisé une cochonaille avec le cochon braisé, on a organisé une soirée raclette au feu de bois en plein hiver aussi, et ça avait été super. Puis voilà, encore une fois, c'est des moments où il vient 100, 300, 400 personnes, et puis il y a des gens super heureux, et des enfants qui jouent de partout et tout, et c'est les moments qui me rendent le plus fier de tout ce qu'on fait. Bon, allez passer une tête à la Maison Zéou. Mais grand C'est plaisir. pas l'accent, tu vois, la Maison Zéou. Maison Zéo. Zéou. Maison Zéo. Passer une petite tête là-bas, à mon avis, si j'ai... D'ailleurs, je bataille beaucoup avec ce nom, je profite. C'est pas The, parce que ça s'écrit Z-E-U avec l'accent sur le U, tu sais. Ok. Et les gens, ils disent The. C'est vous, The, Maison The? Non, c'est pas The, c'est Zéo. Ok. Allez passer une tête à la Maison Zéou. Si vous voulez passer, je pense, un bon moment, un bon kiff. Et moi, Ouais, ça arrive là. Pour la période estivale, on sera ouvert uniquement les jeudis, vendredis, samedi soir. Mais sur 3 belles soirées. Ok. On va faire le jeudi les canailles avec des soirées apéro bien sympas avec un DJ set, etc. Et un grand plat unique style paella ou brasero ou porchetta braisée, des trucs comme ça. Les jeudis, on changera de plat avec une belle ambiance. Le vendredi, c'est la bande à Zéo fait son karaoké. On fait un grand karaoké. On est plein d'amis chanteurs à venir participer à ce karaoké. Donc, c'est un karaoké, mais de bon niveau. attention, il y a... Et non, après attention, non, on a aussi les fans éméchés de Céline Dion qui viennent emplir de joie nos tympans. Mais voilà, justement, ça crée des moments de rigolade et de bonheur qui sont fabuleux. Et le samedi soir, on fait des concerts live au resto. Voilà. Bon, top. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Hugo, avant de d'éclure? Ben, je veux remercier mon ami Bob que tu as reçu et qui nous a présenté parce que c'était une super expérience et souhaiter amour et courage à tout le monde. Voilà, comme ça on finit bien. Merci, Et toi, Hugo. merci évidemment Bah, pour ce que écoute, tu fais parce que c'est super. merci à toi, en tout cas, pour ta confiance. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à laisser une trace via un commentaire, des étoiles ou à partager simplement à vos proches et réseaux. Rendez-vous mardi prochain avec une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous. Encore merci, Hugo. Merci à toi.